Le mécanicien est venu réparer la voiture du millionnaire. Mais en ouvrant le coffre, il a trouvé une photo de sa mère disparue depuis de nombreuses années. La petite alarme du réveil sonna à 5 heures du matin. Comme d'habitude, Bastien Moreau tendit le bras pour l'éteindre avant qu'elle ne réveille Lila, sa petite sœur, dont la chambre se trouvait juste à côté. Ses muscles endoloris protestèrent. La veille, il avait travaillé jusqu'à minuit sur une vieille Peugeot dont le propriétaire avait besoin pour le lendemain. Il se leva en silence, passa une main dans ses cheveux châtains en bataille et jeta un œil par la fenêtre de leur petit appartement situé au-dessus du garage. Le jour n'était pas encore levé sur ce quartier ouvrier de la banlieue parisienne. Dehors, les lampadaires projetaient une lumière jaunâtre sur l'asphalte humide. « Encore une journée qui commence », murmura-t-il pour lui-même en enfilant son jean usé et un t-shirt propre mais délavé. À 25 ans, Bastien portait déjà les responsabilités d'un homme de 40. Depuis la disparition de sa mère, Geneviève, il y a 20 ans, il s'était juré de prendre soin de Lila. Leur père, emporté par le chagrin et l'alcool, les avait quittés 5 ans plus tard, les laissant se débrouiller seuls. Bastien n'avait alors que 15 ans, mais il avait refusé que les services sociaux les séparent. Dans la cuisine étroite, il prépara du café et sortit les cahiers de comptabilité. Les chiffres étaient dans le rouge. Comme souvent ces derniers temps, la concurrence des grandes chaînes de réparation automobile rendait la survie de son petit garage de plus en plus difficile. « Tu es déjà debout ?» demanda Lila, apparaissant dans l'encadrement de la porte, les yeux encore gonflés de sommeil. Elle avait 19 ans maintenant, étudiait brillamment à l'université grâce au sacrifice de son frère, ses longs cheveux bruns, hérités de leur mère, encadraient un visage aux traits délicats qui rappelait douloureusement à Bastien les photos de Geneviève. « Les factures ne vont pas se payer toutes seules, » répondit-il avec un sourire forcé. « Rendors-toi, c'est trop tôt pour toi. Arrête de me traiter comme une gamine, » protesta-t-elle en se servant une tasse de café. « J'ai un entretien pour un job d'appoint cet après-midi. Si je l'obtiens, ça nous aidera un peu. » « Pas question, tes études passent avant tout. » Leur discussion fut interrompue par la sonnerie du téléphone. Qui pouvait appeler à cette heure-ci ? « Garage Moreau, bonjour. » répondit Bastien, surpris. Une voix distinguée résonna à l'autre bout du fil. « Monsieur Moreau, je suis le majordome de monsieur Arizmendi. Une urgence avec la voiture du maître. Pouvez-vous venir à la résidence immédiatement ? La rémunération sera... » Généreuse. Bastien hésita. Les Arizmendi, l'une des familles les plus fortunées de France, pourquoi faire appel à son petit garage alors qu'il pouvait s'offrir n'importe quel service premium ? « J'arrive dans 1 heure, » finit-il par répondre, notant l'adresse prestigieuse dans le 16e arrondissement. Après avoir raccroché, il croisa le regard inquiet de Lila. « Tu connais ces gens ? » ?»« Non, mais ils paieront bien, et nous en avons besoin. » La limousine noire attendait, majestueuse, dans la cour pavée de la somptueuse demeure des Arizmendi. Bastien sentit un malaise l'envahir en franchissant le portail en fer forgé. Ici, tout respirait l'opulence, à des années-lumière de son quotidien fait de mains tachées d'huile et de fins de mois difficiles. Un homme âgé en costume impeccable l'accueillit sur le perron. Pierre Lefort, majordome de la maison Arizmendi, se présenta-t-il avec une légère inclinaison de tête. « Suivez-moi. La voiture est dans le garage. » Tout en traversant les couloirs aux boiseries anciennes, Bastien ne put s'empêcher de remarquer les tableaux de maître et les objets d'art qui décoraient la demeure. À un moment, son regard s'arrêta sur un portrait imposant. Un homme d'une 60aine d'années au regard perçant. « Monsieur Xavier Arizmendi » précisa Pierre, suivant son regard. Le maître des lieux, Bastien hocha la tête, intimidé malgré lui. Dans le garage luxueux se trouvait la limousine, capot ouvert. « Monsieur part pour Bruxelles dans 3 heures. La voiture doit être prête, » expliqua Pierre avant de le laisser seul. Alors que Bastien commençait à examiner le moteur, un flash de mémoire le frappa soudain. Sa mère, Geneviève, lui racontant des histoires avant de dormir. Son parfum léger, sa voix douce fredonnant des berceuses, puis, un matin, sa disparition inexpliquée, les recherches infructueuses, l'attente qui n'en finissait pas. Il secoua la tête, chassant ses souvenirs douloureux pour se concentrer sur son travail. Le problème était simple, un câblage défectueux facilement réparable. En moins d'1 heure, il avait terminé. « Je vais chercher mes outils dans mon coffre », dit-il à Pierre qui était revenu vérifier l'avancement.
Bastien se dirigea vers sa vieille camionnette et ouvrit son coffre à outils. C'est alors qu'il remarqua que le coffre arrière de la limousine était entrouvert, par réflexe professionnel. Il s'approcha pour le fermer correctement. C'est là qu'il la vit. Une photographie, coincée entre la moquette et la paroi du coffre. Une photo ancienne, légèrement froissée. Bastien la ramassa machinalement, et son cœur manqua un battement. Ce visage, ses yeux, ce sourire. « Maman », murmura-t-il, incrédule. C'était bien elle, Geneviève, telle qu'il se souvenait d'elle, plus jeune que dans ses derniers souvenirs, mais indéniablement elle. Et en arrière-plan, flou mais reconnaissable, le jardin de cette même propriété où il se tenait actuellement. Ses mains se mirent à trembler. Sa mère avait un lien avec cette maison, avec les Arizmendi. Comment était-ce possible? « Tout va bien, monsieur ?» La voix de Pierre le fit sursauter, d'un geste rapide. Bastien glissa la photo dans sa poche. « Oui, tout est réparé », répondit-il, s'efforçant de paraître calme malgré le tumulte qui l'habitait. De retour au garage, il ne put attendre et sortit la photo pour l'examiner à nouveau. Aucun doute possible. C'était bien sa mère devant la maison des Arizmendi, souriant à l'objectif comme si elle y était chez elle. « Qu'est-ce que tu faisais là-bas, maman ?» murmura-t-il, caressant du bout des doigts le visage sur la photographie, après toutes ces années à se demander pourquoi elle les avait abandonnés. Voilà qu'un indice surgissait de nulle part, un indice qui liait sa mère. Une simple femme de condition modeste, à l'une des familles les plus puissantes de France, Bastien rangea précieusement la photo dans son portefeuille. Une détermination nouvelle l'envahit, balayant la résignation qui s'était installée au fil des ans. Il allait découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Son téléphone vibra. Un message de Pierre Lefort. « Monsieur Arizmendi est satisfait de votre travail. Il souhaite vous confier l'entretien régulier de ses véhicules. » Bastien sourit légèrement. Le destin venait de lui ouvrir une porte vers son passé. « J'accepte avec plaisir », répondit-il. 3 jours s'étaient écoulés depuis la découverte de la photographie. Bastien n'avait pas fermé l'œil, obsédé par cette image qui hantait désormais ses pensées. Il l'avait examinée sous tous les angles, cherchant le moindre indice qui pourrait l'éclairer sur la présence de sa mère dans la demeure des Arizmendi. « Tu vas finir par l'user à force de la regarder », lança Lila, en entrant dans l'atelier où Bastien contemplait encore une fois le cliché. « Je n'arrive pas à comprendre », murmura-t-il sans lever les yeux. « Pourquoi maman se trouvait-elle chez ces gens? Et pourquoi nous aurait-elle abandonnés si elle était liée à une famille aussi riche ?» Lila s'assit face à lui, son visage reflétant à la fois l'inquiétude et l'espoir. « Tu penses vraiment qu'on pourrait la retrouver après toutes ces années ?» Bastien soupira. Il ne voulait pas donner de faux espoirs à sa sœur, mais cette photo avait ranimé en lui une flamme qu'il croyait éteinte. « Je ne sais pas, Lila, mais maintenant, j'ai une piste, et je dois la suivre. » Son téléphone sonna. C'était Pierre, le majordome des Arizmendi. Plusieurs voitures de la famille nécessitaient un entretien régulier. Bastien sourit intérieurement. C'était l'occasion parfaite pour fouiller davantage. Le lendemain matin, Bastien se présenta à la mention Arizmendi avec sa camionnette chargée d'outils. Pierre l'accueillit avec la même courtoisie distante que lors de sa première visite. « Monsieur et mademoiselle sont absents pour la journée », l'informa le majordome. « Vous pourrez travailler sans être dérangé. »« Parfait », pensa Bastien. Cela lui laisserait plus de liberté pour explorer discrètement les lieux, tout en s'occupant de la Bentley de Xavier Arizmendi. Il réfléchissait à la meilleure façon d'obtenir des informations. Pierre semblait âgé. Peut-être travaillait-il pour la famille depuis l'époque où sa mère aurait pu être présente ici. « Cette voiture est magnifique », dit Bastien pour engager la conversation lorsque Pierre vint vérifier son travail. « Vous devez en avoir vu passer, des modèles de luxe, au fil des années. »« En effet, » répondit Pierre. « Je sers la famille Arizmendi depuis presque 30 ans. » Le cœur de Bastien s'accéléra. « 30 ans, alors vous étiez déjà là dans les années 2000. » Pierre le regarda avec une lueur étrange dans les yeux. « Pourquoi cette question, jeune homme ?» Bastien hésita, puis décida de jouer carte sur table. Du moins partiellement. « Je cherche des informations sur une femme qui aurait travaillé ici il y a environ 20 ans. Geneviève Moreau. C'était ma mère. » Le visage de Pierre se figea imperceptiblement, avant qu'il ne reprenne son masque impassible. « Ce nom ne me dit rien, » répondit-il sèchement. Bastien savait qu'il mentait. Cette micro-expression n'avait pas échappé à son regard attentif. « C'est étrange,
insista-t-il en sortant la photo de sa poche, puisqu'elle apparaît sur cette photo, prise dans le jardin de cette propriété. Pierre examina la photo, son visage trahissant un instant de reconnaissance, avant de se fermer complètement. « Je ne peux rien vous dire, monsieur Moreau. Je vous suggère de vous concentrer sur votre travail et de laisser le passé où il est. » Sur ces mots, le majordome tourna les talons, laissant Bastien avec sa frustration et la certitude qu'il venait de toucher un point sensible. Après avoir terminé l'entretien des voitures, Bastien rangea ses outils, mais ne quitta pas immédiatement la propriété. Il devait trouver un moyen d'en apprendre davantage. Prétextant d'avoir oublié un tournevis spécial dans le garage, il se permit une brève exploration des couloirs menant au quartier du personnel. C'est alors qu'il la vit, une jeune femme élégante descendait l'escalier principal, ses longs cheveux blonds cascadant sur ses épaules. Elle portait une simple robe blanche qui contrastait avec le cadre luxueux de la demeure. Son visage fin aux traits délicats exprimait une douceur mêlée de mélancolie. Leurs regards se croisèrent. Bastien resta immobile, comme frappé par la foudre. « Vous êtes le nouveau mécanicien ?» demanda-t-elle d'une voix claire. « Oui, Bastien Moreau, » répondit-il, soudain conscient de ses mains encore tachées d'huile. « Lucie Arizmendi, » se présenta-t-elle avec un léger sourire. « J'ignorais que vous seriez encore là. Pierre m'avait dit que vous auriez terminé à midi. »« J'ai pris un peu de retard, » improvisa Bastien. « Votre père possède des voitures magnifiques qui méritent toute mon attention. » Lucie l'observa avec curiosité. « Vous semblez différent des autres prestataires qui viennent habituellement, moins obséquieux. » Bastien ne put retenir un sourire. « Je répare des voitures, mademoiselle Arizmendi. Je ne cherche pas à réparer ma position sociale. » Sa franchise sembla l'amuser. « Rafraîchissant, » commenta-t-elle. Puis, avec un regard plus acéré, « Mais que faisiez-vous près des quartiers du personnel? Le garage est de l'autre côté. » Pris en flagrant délit, Bastien chercha rapidement une excuse. « Je cherchais les toilettes, » répondit-il, peu convaincu lui-même par son mensonge. « Bien sûr, » répliqua Lucie. Clairement sceptique. « Les toilettes des invités sont près de l'entrée. Pierre aurait dû vous l'indiquer. » Un silence inconfortable s'installa entre eux. « Je devrais y aller, » dit finalement Bastien. « Mes autres clients m'attendent. »« Bien entendu, » acquiesça Lucie, puis, avant qu'il ne tourne les talons, elle ajouta. « Monsieur Moreau, la prochaine fois que vous chercherez quelque chose ici, demandez simplement « Nous n'avons rien à cacher. » Du moins, pas à ma connaissance. Son ton énigmatique intrigua Bastien. Y avait-il là une invitation à être plus direct ou un avertissement subtil en rentrant à son garage? Bastien trouva une voiture inconnue garée devant. Une élégante Mercedes noire dont descendit une femme d'une 50aine d'années, habillée avec une sophistication qui semblait presque excessive pour ce quartier modeste. « Madame Jacinthe Belmont », se présenta-t-elle en lui tendant une main aux ongles parfaitement manucurés. « Je suis venue faire réviser ma voiture. » Le nom fit tressaillir Bastien. Belmont était le nom de jeune fille de sa mère. Cette femme pourrait-elle être? « Vous êtes la sœur de Geneviève ?» demanda-t-il sans détour. La femme le dévisagea avec une intensité troublante, avant de laisser échapper un rire cristallin. « Ah, je vois que ma réputation me précède, oui, je suis bien la sœur de Geneviève. Ta tante, Bastien. Cela fait si longtemps que je cherche à renouer avec vous. » Méfiant, Bastien l'invita néanmoins à entrer dans le petit bureau attenant à l'atelier. « Pourquoi maintenant, après toutes ces années ?» Jacinthe soupira théâtralement. « Les circonstances, mon cher neveu. La vie nous sépare parfois contre notre volonté. Ta mère et moi avons eu des différends, mais j'ai toujours voulu connaître ses enfants. » Son regard parcourut la pièce modeste avec une moue à peine dissimulée. « Je vois que la vie n'a pas été tendre avec vous. Si j'avais su plus tôt où vous trouver, vous auriez su si vous aviez vraiment cherché, » répliqua Bastien, incapable de masquer son amertume. Jacinthe ne sembla pas s'en offusquer. « Je comprends ta colère, mais je suis là maintenant, et j'aimerais aider, si tu me le permets. » Elle sortit une carte de visite de son sac luxueux. « Appelle-moi, nous avons beaucoup à nous dire, notamment sur ta mère. » Bastien prit la carte, intrigué malgré sa méfiance. « Que savez-vous sur elle, sur sa disparition ?» Un voile passa sur le visage de Jacinthe. « Ce n'est pas une conversation à avoir debout dans un garage, mon cher, mais sache qu'il y a des mystères dans notre famille que tu ignores encore. Des secrets que certaines personnes puissantes préféreraient garder enfouis. » Sur ces paroles énigmatiques, elle repartit vers sa voiture.
Ma voiture n'a pas besoin de révision, Bastien. C'était juste un prétexte pour te rencontrer. Ne parle à personne de ma visite, surtout pas aux Arizmendi. » Alors qu'elle s'éloignait, Bastien regarda alternativement la carte de visite dans sa main et la photo de sa mère dans l'autre. Il se retrouvait maintenant pris entre deux mondes, celui des Arizmendi, où sa mère semblait avoir vécu une vie secrète, et celui de cette tante surgie de nulle part, qui prétendait détenir des réponses mais inspirait une inexplicable méfiance, qui disait la vérité, qui manipulait qui, et surtout, où était sa mère. La nuit était déjà bien avancée lorsque Bastien reçut un appel sur son portable. Le numéro était masqué, ce qui éveilla aussitôt sa méfiance. « Allô ?» répondit-il avec hésitation. « Monsieur Moreau ?» La voix de Pierre, le majordome, était à peine reconnaissable tant elle semblait tendue. « Je dois vous parler. C'est au sujet de... votre mère. » Le cœur de Bastien fit un bond. « Vous m'avez dit que vous ne la connaissiez pas. »« J'ai menti, » admit Pierre dans un souffle. « Je ne pouvais pas parler au manoir. Les murs ont des oreilles. »« Où et quand ?» demanda Bastien. Soudain alerte. « Demain matin, 5h30, au Café des Artistes, près de la Seine. Venez seul, et assurez-vous de n'être pas suivi. » Avant que Bastien ne puisse poser la moindre question, Pierre avait raccroché, le laissant perplexe et fébrile d'anticipation. Le Café des Artistes était presque désert à cette heure matinale. Bastien, qui n'avait pratiquement pas dormi, scrutait chaque personne qui entrait. Il sursauta lorsqu'une main se posa sur son épaule. « Vous êtes venu », constata Pierre, qui semblait avoir vieilli de 10 ans depuis leur dernière rencontre. Des cernes profonds soulignaient ses yeux et ses mains tremblaient légèrement. « Je n'étais pas sûr que vous me fassiez confiance. »« Je ne vous fais pas confiance, » corrigea Bastien. « Mais si vous avez des informations sur ma mère, je suis prêt à écouter. » Pierre s'assit face à lui, vérifiant nerveusement par-dessus son épaule si quelqu'un les observait. « Votre mère, Geneviève, a travaillé pour les Arizmendi pendant près de 3 ans comme gouvernante principale. C'était une femme remarquable, appréciée de tous. Pourquoi nous a-t-elle abandonnés ?» Pierre secoua lentement la tête. « Elle ne vous a pas abandonné, monsieur Moreau. Elle a dû fuir pour vous protéger. » Il baissa encore la voix. Un soir, elle a surpris monsieur Xavier en train de dissimuler des documents relatifs à une fraude financière massive. Il l'a surprise. Elle a vu ce qu'elle n'aurait jamais dû voir. « Et il l'a menacée ?» demanda Bastien, les poings serrés sous la table. « Pas seulement elle, vous aussi et votre sœur. Et Geneviève a disparu cette nuit-là. J'ai toujours pensé qu'elle s'était enfuie pour vous protéger d'un scandale qui aurait pu détruire votre famille. » Bastien sentit une vague de chaleur l'envahir. Sa mère ne les avait pas abandonnés par choix. Mais pour les protéger, avez-vous une idée d'où elle pourrait être maintenant ? Pierre hésita. « J'ai entendu des rumeurs, qu'elle aurait peut-être trouvé refuge dans un couvent du Sud, mais je n'en suis pas certain. Ce que je sais, c'est que... » Le majordome s'interrompit soudain, son visage se crispant dans une expression de douleur. Sa main se porta à sa poitrine. « Pierre, vous allez bien ?» L'homme tenta de parler, mais seul un râle s'échappa de ses lèvres. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur avant qu'il ne s'effondre sur la table, renversant sa tasse de café. « À l'aide !» cria Bastien en se précipitant vers lui. « Appelez une ambulance !» Tout se passa très vite ensuite. Les secours, l'arrivée des pompiers, puis la terrible nouvelle, Pierre Lefort était mort d'une crise cardiaque fulgurante. Alors que les médecins emportèrent le corps, Bastien remarqua un petit morceau de papier qui dépassait de la poche de Pierre. Discrètement, il s'en empara et le glissa dans sa poche. De retour au garage, Bastien déplia le papier avec précaution. C'était une vieille coupure de journal, jaunie par le temps, mentionnant brièvement un scandale financier étouffé impliquant Xavier Arizmendi. Rien de concret, mais suffisamment pour confirmer les dires de Pierre. Il fut interrompu dans ses réflexions par l'arrivée fracassante de Lucie Arizmendi. Elle entra dans le garage comme une furie, ses yeux bleus lançant des éclairs. « Qu'avez-vous dit à Pierre ?» l'accusa-t-elle sans préambule. « Pardon » répondit Bastien, décontenancé. « Il est mort » cria-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Il était comme un second père pour moi, et maintenant il est mort. Après vous avoir rencontré en secret. Comment savez-vous que... » « Je l'ai suivi » admit-elle. « Il agissait étrangement depuis votre venue à la maison. J'étais inquiète. » Elle s'approcha de lui, menaçante malgré sa petite taille. « Qu'est-ce que vous cherchez vraiment, Bastien Moreau ?»
Pourquoi fouinez-vous dans nos vies ?» Bastien soutint son regard. Puis, prenant une décision impulsive, sortit la photographie. « Je cherche ma mère », répondit-il simplement. « Geneviève Moreau. Elle a travaillé chez vous il y a 20 ans, puis a disparu sans laisser de traces. » Lucie saisit la photo, son expression passant de la colère à la confusion. « Je ne comprends pas. Cette femme, je ne l'ai jamais vue. Vous étiez probablement trop jeune pour vous en souvenir. Pierre m'a dit qu'elle était gouvernante chez vous. Pierre vous a parlé d'elle. » Le ton de Lucie s'était adouci, remplacé par une curiosité évidente. « Oui, juste avant de... » Bastien hésita. « Avant de mourir, » compléta Lucie avec amertume. Qu'a-t-il dit d'autre ? Bastien décida de jouer carte sur table. Il lui raconta tout. La découverte de la photo, les révélations de Pierre sur la fraude financière de Xavier, la fuite de Geneviève pour protéger ses enfants. Au fur et à mesure de son récit, le visage de Lucie passa par toutes les émotions. Incrédulité, choc, doute, puis une sorte de résignation douloureuse. « Mon père n'est pas un saint », admit-elle finalement. « Je sais qu'il a fait des choses, discutables dans les affaires, mais de là à menacer une mère et ses enfants. Pourquoi vous croirais-je ? Demanda-t-elle après un silence pesant. Vous pourriez inventer tout cela pour vous rapprocher de notre famille, pour, je ne sais pas, nous extorquer de l'argent. Je n'ai pas besoin de votre argent, répliqua Bastien avec fierté. Je veux juste la vérité sur ma mère. Leurs regards s'affrontèrent un long moment, puis, contre toute attente, Lucie hocha lentement la tête. Je vous crois, dit-elle. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous crois, et je veux vous aider. Bastien la regarda avec stupéfaction. Pourquoi ? Parce que si mon père a vraiment fait ce que vous dites, alors je lui dois des comptes aussi, et parce que... Elle s'interrompit, semblant chercher ses mots. Parce que j'ai toujours senti qu'il y avait des zones d'ombre dans notre maison, des silences, des regards détournés quand je posais certaines questions. Un bruit soudain les fit sursauter tous les deux. Une odeur âcre de fumée envahit le garage. « Qu'est-ce que... » commença Lucie. « Le feu !» s'écria Bastien, en se précipitant vers l'arrière du bâtiment. Des flammes s'élevaient déjà depuis la remise, léchant les murs et se propageant rapidement vers l'atelier principal. Bastien tenta d'attraper l'extincteur, mais la chaleur était déjà trop intense. « Il faut sortir !» cria-t-il à Lucie en la tirant par le bras. Ils se retrouvèrent dans la rue, impuissants, regardant le feu dévorer le petit garage que Bastien avait mis tant d'années à construire. Les voisins commençaient à sortir, certains appelant déjà les pompiers. « Ce n'est pas un accident !» murmura Lucie, son visage illuminé par les flammes. « C'est un avertissement. » Bastien serra les poings. Il pensait à ses outils, aux voitures de ses clients, à tous ses efforts partis en fumée, mais surtout, il pensait aux documents concernant sa mère qui se trouvaient à l'intérieur. « Si c'est un avertissement, » dit-il d'une voix dure, « alors ceux qui l'ont envoyé ne me connaissent pas bien. Je n'abandonne jamais. » Lucie se tourna vers lui, une nouvelle détermination dans le regard. « Je vous aiderai, » affirma-t-elle. « Mais nous devons être prudents. Quelqu'un veut clairement vous faire taire. Quelqu'un qui n'a pas hésité à tuer Pierre et à détruire votre gagne-pain. » Alors que les sirènes des pompiers se rapprochaient, Bastien et Lucie échangèrent un regard lourd de promesses. Une alliance improbable venait de naître, forgée dans le feu et le deuil, unissant le fils d'une gouvernante disparue et l'héritière d'un empire bâti sur des secrets. 3 jours après l'incendie, Bastien contemplait les ruines de son garage. L'assurance couvrirait une partie des dégâts, mais il faudrait des mois pour tout reconstruire. En attendant, il avait trouvé refuge avec Lila dans un petit appartement prêté par un ami. « Tu comptes me dire ce qui se passe réellement ?» demanda Lila en lui tendant un café. Bastien hésita. Devait-il impliquer sa sœur dans cette histoire potentiellement dangereuse ? « C'est à propos de maman, n'est-ce pas ?» insista-t-elle. « J'ai vu la photo dans ton portefeuille. » Résigné, Bastien lui raconta tout, sa découverte chez les Arizmendi, les révélations de Pierre, sa mort mystérieuse, l'incendie et l'alliance inattendue avec Lucie. « Tu fais confiance à cette fille ?» s'étonna Lila. « Son père pourrait être responsable de la disparition de maman. »« Je ne fais confiance à personne, » répondit Bastien. Mais Lucie semble sincèrement troublée par toute cette histoire. Elle veut connaître la vérité autant que nous. Son téléphone vibra. Un message de Lucie justement. « 14h, café lumière. J'ai une piste. »
Le Café Lumière se trouvait dans un quartier anonyme, loin des circuits touristiques et des zones où les Arizmendi étaient connus. Lucie était déjà là, méconnaissable sous une casquette et des lunettes de soleil. « J'ai trouvé quelqu'un qui pourrait nous aider », annonça-t-elle sans préambule. « Madame Solange, l'ancienne femme de chambre qui travaillait avec votre mère. Comment l'avez-vous retrouvée ?» J'ai fouillé dans les anciennes fiches de paie. Elle vit maintenant à Montmartre, dans un petit appartement que mon père lui paie toujours. Un arrangement spécial, apparemment. Bastien fronça les sourcils. Un pot de vin pour acheter son silence. Probablement, admit Lucie. Elle a accepté de nous rencontrer, mais elle est terrifiée. Elle n'a parlé qu'après que je lui ai promis que mon père ne saurait rien. Elle baissa les yeux. Visiblement troublée, je n'aurais jamais imaginé découvrir tant de secrets sordides sur ma famille. Bastien observa ce moment de vulnérabilité avec surprise. Derrière la façade de l'héritière privilégiée se cachait une jeune femme blessée, confrontée à la destruction de l'image qu'elle avait de son père. « Vous n'êtes pas responsable des actions de votre père », dit-il doucement. Lucie releva la tête, leurs regards se croisant avec une intensité nouvelle. « Je sais, » murmura-t-elle, « mais je me sens complice par ignorance. Toute ma vie luxueuse a peut-être été bâtie sur la souffrance d'autres personnes. Comme votre famille. » Un silence chargé d'émotions s'installa entre eux, rompu seulement lorsque le serveur apporta leur café. « Nous devrions y aller, » dit finalement Lucie. « Madame Solange nous attend. » L'appartement de Madame Solange reflétait une modestie confortable. Des meubles simples mais de qualité. Des plantes verdoyantes et une multitude de photos de famille ornèrent le petit salon où elle les reçut. C'était une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et au regard vif, malgré la nervosité évidente qui l'habitait. « Mademoiselle Lucie », salua-t-elle avec une révérence instinctive avant de se tourner vers Bastien. « Et vous devez être le fils de Geneviève, mon Dieu, quelle ressemblance !»« Vous connaissiez bien ma mère ?» demanda Bastien, ému par cette reconnaissance. « Nous étions amis », confirma Solange en les invitant à s'asseoir. Geneviève était la bonté même, trop gentille pour ce monde cruel. Elle servit du thé avec des gestes précis. Héritée de ces années de service, pouvez-vous nous dire ce qui s'est vraiment passé ? Pressa Lucie. Pourquoi a-t-elle disparu si soudainement ? Madame Solange posa sa tasse, ses mains tremblant légèrement. C'était en mars 2005. Geneviève travaillait tard ce soir-là. Elle était montée au bureau de monsieur pour y déposer des dossiers qu'il avait demandés. Elle jeta un regard d'excuse à Lucie. « Pardonnez-moi, mademoiselle, mais votre père n'était pas l'homme respectable qu'il prétendait être. »« Je commence à m'en rendre compte, » répondit Lucie avec amertume. « Geneviève a surpris votre père en train de cacher des documents compromettants derrière un tableau. Des preuves de malversation financière impliquant des politiciens haut placés. Des millions d'euros détournés. Et mon père l'a surprise ?» demanda Lucie. « Oui, elle est venue me voir ensuite. Paniquée ? Votre père l'avait menacée explicitement. Si elle parlait, non seulement elle perdrait son emploi, mais il s'assurerait que ses enfants connaissent des difficultés, selon ses mots. » Bastien serra les poings, la rage montant en lui. « Cette nuit-là, » poursuivit Solange. « Geneviève a fait un choix déchirant. Elle m'a dit qu'elle devait disparaître pour protéger ses enfants, qu'elle trouverait un moyen de veiller sur eux de loin. »« Savez-vous où elle est allée ?» demanda Bastien, la gorge serrée. Madame Solange hésita. Elle avait une amie religieuse, sœur Marie-Claire, au couvent des Roses, dans le sud. C'est tout ce que je sais. Elle se leva soudain, alla chercher une boîte dans un secrétaire et la tendit à Bastien. Elle m'a laissé ceci, au cas où ses enfants la chercheraient un jour. J'ai attendu, mais vous n'êtes jamais venu. Jusqu'à aujourd'hui, les mains tremblantes, Bastien ouvrit la boîte. Elle contenait un petit carnet relié en cuir, le journal intime de sa mère. « Je dois vous prévenir », ajouta Solange en baissant la voix. « Si vous continuez à chercher, vous vous exposez à de grands dangers. Ce n'est pas seulement M. Arizmendi qui est impliqué. Il y a d'autres personnes, plus dangereuses encore. »« Quelles personnes ?» demanda Lucie. « Je ne sais pas exactement, mais Geneviève m'a parlé d'une femme, quelqu'un de proche d'elle, qui tirait les ficelles dans l'ombre, quelqu'un qu'elle craignait plus encore que votre père. » Un frisson parcourut l'échine de Bastien. Pouvait-il s'agir de sa tante Jacinthe, alors qu'il prenait congé ? Madame Solange retint Bastien par le bras. « Votre mère vous aimait plus que tout, »
murmura-t-elle. Ne doutez jamais de cela. De retour dans la rue, Bastien et Lucie marchèrent en silence, absorbés par leurs pensées. « Je suis désolée, dit finalement Lucie, pour ce que mon père a fait à votre famille. » Bastien s'arrêta, contemplant le journal qu'il tenait entre ses mains. « Ce n'est pas vous qui devez vous excuser. » Leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, quelque chose d'indéfinissable passa entre eux, une connexion qui dépassait leur enquête commune. Sans réfléchir, Bastien effleura la joue de Lucie du bout des doigts. « Merci de m'aider à retrouver ma mère. » Le moment fut brisé par la sonnerie du téléphone de Bastien. C'était Lila. Paniquée. « Bastien, il y a quelqu'un qui me suit. Une voiture noire qui passe devant l'appartement depuis ce matin. J'ai peur. J'arrive tout de suite, » répondit-il, alarmé. « Ferme tout à clé et n'ouvre à personne. » Il raccrocha, le visage pâle. « Ma sœur est en danger. Quelqu'un l'a repérée. Venez, » décida Lucie en élant un taxi. « Allons la chercher et emmenons-la à mon appartement. Personne ne pensera à vous chercher là-bas. Vous avez votre propre appartement, » s'étonna Bastien. Un petit sourire apparut sur les lèvres de Lucie. « Disons que j'ai toujours eu besoin d'un espace loin du contrôle de mon père, un endroit où être simplement moi-même. » Dans le taxi qui les emmenait, Bastien ouvrit délicatement le journal de sa mère. Sur la première page, une inscription déchira son cœur. « À mes enfants bien-aimés, Bastien et Lila, si vous lisez ces lignes, c'est que vous cherchez des réponses. Sachez que chaque jour loin de vous a été une torture. J'espère qu'un jour, vous comprendrez que mon silence était ma façon de vous protéger. Méfiez-vous des ombres qui se cachent derrière les sourires. L'ennemi n'est pas toujours celui qu'on croit. » Bastien et Lucie échangèrent un regard lourd de sens. Leur quête ne faisait que commencer. Et déjà, les dangers se multipliaient, mais dans cette adversité grandissante, un lien nouveau se tissait entre eux, fragile et inattendu, mais de plus en plus fort. L'appartement de Lucie, situé dans le Marais, était un loft spacieux aux murs de briques apparentes et aux grandes fenêtres, loin du luxe ostentatoire de la mansion familiale. Il reflétait une élégance simple et authentique, à l'image de sa propriétaire, pensa Bastien. Lila, encore secouée par sa mésaventure, observait l'endroit avec curiosité. « C'est donc à ça que ressemble la vie des riches qui jouent aux rebelles », lança-t-elle avec une pointe d'ironie. Lila la réprimanda son frère. Lucie sourit, nullement offensée. « Je préfère indépendante à rebelle. Mais oui, j'imagine que c'est un peu ça. » Elle leur désigna une porte. « Il y a une chambre d'amis là-bas. Vous pouvez vous installer le temps qu'il faudra. »« Merci, » dit Bastien, sincèrement touché par sa générosité. « Ne me remerciez pas trop vite, » répondit Lucie, son visage s'assombrissant. « J'ai pris une décision pendant le trajet, je vais confronter mon père. » Bastien la regarda avec inquiétude. « C'est trop dangereux. C'est mon père, » insista Lucie. « Malgré tout ce que j'ai appris, je refuse de croire qu'il pourrait me faire du mal. Et puis, il ne s'attendra pas à ce que je sache déjà tout. L'effet de surprise jouera en notre faveur. »« Je viens avec vous, » décida Bastien. Lila les interrompit. Brandissant le journal intime de Geneviève qu'elle avait commencé à lire, « Il y a quelque chose que vous devriez voir avant, » dit-elle, son visage grave. À la date du 15 mars 2005, le dernier jour avant sa disparition, ils se penchèrent sur le journal, lisant ensemble les mots tracés par Geneviève. « J'ai découvert quelque chose de terrible aujourd'hui. Des documents qui prouvent non seulement la fraude de M. Arizmendi, mais aussi l'implication de J. dans toute cette affaire. J. qui prétend m'aimer comme une sœur tout en orchestrant ma perte. Je dois protéger mes enfants à tout prix, même si cela signifie disparaître pour toujours. »« J. » répéta Lucie. « Qui est cette personne ?» Le visage de Bastien s'assombrit. « Je crois savoir, ma tante Jacinthe est venue me voir au garage, juste avant l'incendie. Une coïncidence bien trop parfaite. »« Tu ne m'avais pas parlé de ça, » reprocha Lila. « Je ne savais pas quoi en penser, » admit Bastien. « Mais maintenant, il nous faut des preuves, » trancha Lucie. « Et mon père détient peut-être les réponses. » Le bureau de Xavier Arizmendi occupait tout le dernier étage d'une tour de verre au cœur du quartier de la Défense. Impressionnant, intimidant, exactement comme l'homme lui-même. Quand Lucie entra, suivie de Bastien, Xavier se leva de son fauteuil en cuir avec un sourire qui s'évanouit rapidement en apercevant le jeune mécanicien. « Lucie, ma chérie, que signifie cette visite, accompagnée ? Nous devons parler, père, » répondit-elle froidement. «
à propos de Geneviève Moreau. Le teint de Xavier blêmit visiblement, d'un geste machinal. Il desserra sa cravate. « Je ne vois pas de qui tu parles. »« Ne nous mens pas », intervint Bastien avec une colère à peine contenue. « Nous savons tout. Le chantage, les menaces, sa fuite forcée. » Xavier resta silencieux un long moment, puis soupira profondément. « Fermez la porte », ordonna-t-il finalement. Il se servit un verre de cognac qu'il avala d'un trait, avant de faire face aux deux jeunes gens. « Qu'espérez-vous obtenir en remuant ces vieilles histoires ?» demanda-t-il avec lassitude. « La vérité ?» répondit simplement Bastien. « Et peut-être l'emplacement de ma mère ?» Xavier eut un rire amer. « Si seulement je le savais moi-même ?» Il se rassit lourdement, soudain vieilli. « Ce que vous croyez savoir n'est qu'une partie de l'histoire. »« Alors éclaire-nous, père » exigea Lucie. Xavier contempla sa fille avec un mélange de tristesse et de fierté. « Oui, j'ai menacé Geneviève cette nuit-là, » admit-il enfin. « Elle m'avait surpris en train de cacher des documents compromettants, des preuves d'arrangements financiers que je ne souhaitais pas voir exposés au grand jour. Des fraudes, corrigea Lucie. « Appelle cela comme tu veux, » concéda Xavier. « J'étais au bord de la ruine à l'époque. Ces arrangements ont sauvé notre entreprise, notre mode de vie, ton avenir, Lucie. » Il se tourna vers Bastien. « Alors oui, j'ai menacé votre mère. Je lui ai dit que si elle parlait, je m'assurerais que ses enfants en souffrent. Une menace vide, en réalité, je n'aurais jamais fait de mal à des innocents, mais j'étais désespéré. Et ensuite, pressa Bastien, ensuite, elle a disparu. Du jour au lendemain, je pensais qu'elle avait fui par peur de mes menaces. Mais quelque chose ne collait pas. Que veux-tu dire ? Demanda Lucie. Xavier se leva pour regarder par la fenêtre, contemplant la ville qui s'étendait à ses pieds. Ses affaires personnelles étaient toujours dans sa chambre, son portefeuille, son téléphone. Comme si elle avait été enlevée, j'ai engagé un détective privé pour la retrouver, craignant qu'elle n'aille à la police. « Vous l'avez fait rechercher ?» s'étonna Bastien. « Oui. Et savez-vous ce que ce détective a découvert ? Que quelqu'un d'autre la cherchait aussi, quelqu'un qui semblait bien plus dangereux que moi. »« Qui ?» demandèrent Bastien et Lucie en même temps. Xavier secoua la tête. « Le détective a été retrouvé mort avant de pouvoir me donner un nom. Accident de voiture. » Très commode. Il revint s'asseoir, son regard perçant les deux jeunes gens. « J'ai cessé mes recherches après cela. Par lâcheté, peut-être, ou par pragmatisme. Mais je n'ai jamais su ce qu'il était advenu de votre mère. » Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Bastien fixait intensément Xavier, cherchant à discerner le mensonge dans ses paroles. « Je ne te crois pas, » intervint soudain Lucie. « Tu aurais pu la retrouver avec tes moyens, si tu l'avais vraiment voulu. »« Peut-être, » admit Xavier, « mais j'avais peur de ce que je pourrais découvrir, et de qui pourrait s'en prendre à nous ensuite. » Il ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe qu'il tendit à Bastien. « Voici tout ce que j'ai sur Geneviève, les rapports du détective avant sa mort. Une piste mentionnait un couvent dans le sud, mais elle n'a jamais été vérifiée. » Bastien prit l'enveloppe, méfiant mais avide d'informations. « Pourquoi nous aider maintenant ?» demanda-t-il. Xavier jeta un regard à sa fille. « Parce que Lucie mérite de connaître la vérité sur son père, et parce que... » Il hésita, puis poursuivit d'une voix plus basse. « Parce que j'ai reçu ceci hier. » Il leur montra son téléphone. Un message anonyme contenant simplement une photo de Lucie sortant du café Lumière avec Bastien, suivi des mots « Tu devrais mieux surveiller ta fille. Quelqu'un vous observe, » conclut Xavier. « La même personne qui a fait disparaître Geneviève, j'en suis convaincu. Et maintenant, elle s'en prend à vous. Qui pourrait avoir intérêt à faire disparaître ma mère, à nous surveiller maintenant ?» demanda Bastien. Le regard de Xavier se durcit. Chercher qui avait le plus à gagner de sa disparition, qui héritait de quelque chose, qui craignait qu'elle ne révèle d'autres secrets. Bastien et Lucie échangèrent un regard. La même pensée traversait leurs esprits. Jacinthe Belmont. « Une dernière chose, » ajouta Xavier alors qu'il s'apprêtait à partir. « Si vous la retrouvez, dites-lui que je suis désolé, pour tout. » Dans l'ascenseur qui les ramenait au rez-de-chaussée, Bastien et Lucie restèrent silencieux, digérant les révélations de Xavier. « Tu crois qu'il disait la vérité ?» demanda finalement Lucie. « Une partie, peut-être, » répondit Bastien. « Mais j'ai l'impression qu'il en sait plus qu'il ne veut bien l'admettre. »« Moi aussi, » confirma Lucie. « Mais il nous a donné une piste sérieuse avec ce couvent. » Elle prit la main de Bastien dans la sienne.
un geste spontané qui les surprit tous les deux. « Nous allons la retrouver, Bastien, je te le promets. » Leurs doigts restèrent entrelacés jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur s'ouvrent, les ramenant à la réalité d'un monde où désormais, ils savaient être observés. De retour à l'appartement de Lucie, ils trouvèrent Lila plongée dans la lecture du journal de Geneviève, ses yeux rougis trahissant son émotion. « C'est incroyable, » murmura-t-elle en les voyant entrer. « Maman raconte tout ici. Sa vie chez les Arizmendi, ses inquiétudes, son amour pour nous. » Bastien s'assit près de sa sœur, parcourant les pages jaunies où l'écriture fine et régulière de leur mère semblait presque lui parler directement. « Qu'as-tu découvert ?» demanda-t-il doucement. « Des fragments surtout. Beaucoup de pages ont été arrachées. » Elle pointa un passage. « Regarde, elle parle souvent de « G ». Avec méfiance, c'est clairement Jacinthe, notre tante. Lucie, qui préparait du café, vint les rejoindre. « Qu'est-ce qui liait votre tante aux affaires de mon père ?» « Apparemment, » répondit Lila en feuilletant le journal. « Jacinthe aurait présenté des opportunités d'investissement à ton père. Des arrangements douteux qui leur profitaient à tous les deux. Elle était complice des fraudes, » conclut Bastien. « Il y a autre chose, » poursuivit Lila, l'air grave. « Selon maman, notre grand-père maternel, Édouard Belmont, aurait laissé un héritage important, une propriété dans le sud et des comptes en Suisse. » Bastien fronça les sourcils. « Nous n'avons jamais entendu parler de cet héritage. Parce que Jacinthe l'a détourné, » affirma Lila. « Maman écrit ici qu'elle avait découvert des documents falsifiés, sa signature imitée sur des actes de renonciation. »« Un mobile ?» murmura Lucie. « Voilà pourquoi Jacinthe avait intérêt à faire disparaître votre mère. » Bastien se leva brusquement, la colère l'envahissant. « Cette femme a détruit notre famille pour de l'argent. Elle nous a privés de notre mère pendant 20 ans. » Le téléphone de Bastien vibra. Un message de numéro inconnu. « Méfiez-vous de Jacinthe Belmont. Contactez Maître Laurent, ancien notaire de la famille Belmont, 22 rue des Notaires. 18 heures aujourd'hui. Qui peut bien t'envoyer ça ?» s'étonna Lila. « Je ne sais pas, » répondit Bastien, perplexe. « Peut-être Madame Solange. » Lucie consulta sa montre. « Il est déjà 16 heures, nous devrions y aller. »« Attendez, » intervint Lila. « J'ai quelque chose à vous avouer. » Son expression embarrassée alarma Bastien. « Quoi donc ? Je connais Jacinthe depuis des années. »« Comment ça ?» s'exclama Bastien, stupéfait. Lila baissa les yeux. « Une femme m'a contacté quand j'avais 16 ans. Elle se faisait appeler Madame J. Elle m'envoyait régulièrement de l'argent pour mes études, disant être une amie de la famille qui souhaitait rester anonyme. »« Et tu ne m'as jamais rien dit » s'indigna Bastien. « Elle m'avait fait promettre. Elle disait que tu étais trop fière pour accepter son aide. » Lila sortit une enveloppe de son sac. « Elle m'a envoyé ceci la semaine dernière, une invitation à la rencontrer enfin. » Bastien examina l'enveloppe. Du papier coûteux, une écriture élégante. L'adresse indiquée était celle d'un restaurant huppé. « C'est un piège !» affirma-t-il. « Elle sait que nous sommes sur sa piste et cherche à nous diviser ou à nous attirer dans ses filets, » ajouta Lucie. « Mais nous pourrions retourner la situation à notre avantage. » La rue des Notaires était une artère étroite du vieux Paris, bordée d'immeubles anciens aux façades austères. L'étude de Maître Laurent se trouvait au premier étage d'un bâtiment d'angle. Derrière une porte en bois massif ornée d'une plaque discrète, un homme d'une 60aine d'années les accueillit, petit, sec, avec des lunettes rondes et une calvitie avancée. « Vous êtes le fils de Geneviève », constata-t-il en examinant Bastien. « La ressemblance est frappante. »« Vous connaissiez ma mère ?» demanda Bastien, surpris. « J'étais le notaire de votre grand-père, Édouard Belmont, un homme intègre. Il les invita à s'asseoir dans un bureau encombré de dossiers. J'attendais cette visite depuis des années. « C'est vous qui m'avez envoyé ce message ?» interrogea Bastien. « Non, » répondit Laurent surpris. « Mais peu importe, l'essentiel est que vous soyez là. » Il sortit un épais dossier d'un tiroir fermé à clé. « Votre grand-père a laissé une fortune considérable à ses 2 filles, Geneviève et Jacinthe, à parts égales, la moitié en liquidité, l'autre en biens immobiliers, dont un domaine viticole dans la région de Bordeaux, et Jacinthe a tout volé, » conclut Bastien. « Pas exactement, » nuança Laurent. « Elle a produit des documents selon lesquels Geneviève renonçait à sa part en sa faveur, des documents que j'ai toujours soupçonnés d'être des faux. »« Pourquoi n'avoir rien dit ?» s'indigna Lucie. « Sans preuve formelle ni plainte de Geneviève,
Mes doutes ne suffisaient pas. Il ajusta ses lunettes avec nervosité. Et Jacinthe avait des connexions, des gens puissants qui la protégeaient. Xavier Arismendi, suggéra Bastien. Entre autres, mais leur relation était plus complexe que vous ne l'imaginez, Laurent sortit une photographie du dossier. Jacinthe et Xavier, manifestement plus jeunes, se tenant par la taille dans un cadre intime. Ils étaient amants, s'exclama Lucie, choquée. Pendant des années, confirma Laurent, jusqu'à ce que votre père épouse votre mère pour des raisons stratégiques, Jacinthe ne l'a jamais accepté. C'est pour ça qu'elle détestait ma mère, comprit Bastien. Jalousie, rancœur, et puis l'héritage. La passion et l'argent, les deux plus vieux mobiles du monde, commenta Laurent avec amertume. Il leur tendit une clé USB. J'ai rassemblé ici toutes les preuves des malversations de Jacinthe concernant l'héritage, des analyses graphologiques des signatures, des témoignages, des mouvements bancaires suspects. Pourquoi nous aider maintenant ? Demanda Lucie. Après toutes ces années, le visage de Laurent s'assombrit. J'ai un cancer, phase terminale, et j'ai trop gardé le silence par peur, avant de mourir. Je veux au moins réparer cette injustice, alors qu'il se préparait à partir. Laurent retint Bastien par le bras. Il y a autre chose. Le couvent des Roses, près de Bordeaux, Geneviève m'avait contacté quelques mois après sa disparition, me demandant d'envoyer certains documents là-bas. Je crois qu'elle s'y est réfugiée. Le cœur de Bastien s'emballa. Elle y est toujours. Je l'ignore. Notre dernière communication date de 15 ans, mais c'est votre meilleure chance de la retrouver. Sur le chemin du retour, Bastien restait silencieux, absorbé par toutes ces révélations. « Tu penses à ta mère ?» demanda doucement Lucie. « À tout ce qu'elle a dû traverser ?» murmura-t-il. Seul, terrifié, loin de ses enfants. Tout ça pour nous protéger. Lucie prit sa main dans la sienne. Ce geste simple, répété pour la deuxième fois, semblait désormais naturel entre eux. « Nous allons la retrouver, Bastien. » Leur moment fut interrompu par un appel de Lila. « Bastien, une femme est venue à l'appartement. Elle dit s'appeler Madame J et vouloir me parler de maman. »« Jacinthe !» s'alarma Bastien. « Ne lui ouvre pas, nous arrivons. »« Trop tard !» répondit Lila, sa voix tremblant légèrement. « Elle est déjà là, assise en face de moi. Elle veut que je te passe le téléphone. » Un silence, puis une voix féminine, élégante et mesurée. « Bonjour mon cher neveu. Je crois qu'il est temps que nous ayons une véritable conversation de famille. Tu ne crois pas, ta sœur est charmante, mais si impulsive, je serais désolée qu'il lui arrive quelque chose par imprudence. Si vous touchez à un seul de ses cheveux, menaça Bastien. Voyons, pas de mélodrame, coupa Jacinthe. Je veux simplement parler de ta mère, de l'héritage, de tout ce que ce vieux Laurent t'a raconté. La ligne se coupa, laissant Bastien blême d'inquiétude. Elle nous surveillait, réalisa Lucie. Elle sait où nous étions. Ils échangèrent un regard lourd d'angoisse, avant de se précipiter vers l'appartement. Priant pour arriver à temps, Bastien et Lucie montèrent les escaliers 4 à 4 jusqu'à l'appartement. La porte était entr'ouverte, ce qui ne fit qu'accentuer leur angoisse. Bastien entra le premier, prêt à affronter sa tante. Mais le salon était vide. Seules 2 tasses de thé sur la table basse témoignaient d'une présence récente. « Lila !» appela-t-il, la peur nouant sa gorge. Un bruit dans la cuisine attira leur attention. Lila apparut, pâle mais indemne. « Elle est partie », dit-elle simplement, juste après t'avoir parlé. Bastien serra sa sœur dans ses bras, soulagé. « Elle ne t'a pas menacé, fait du mal ?»« Non », répondit Lila, visiblement troublée. « C'est ça le plus étrange, elle était presque gentille. » Lucie examinait l'appartement, vérifiant que rien n'avait été piégé ou subtilisé. « Que t'a-t-elle dit exactement ?» demanda-t-elle à Lila. Celle-ci s'assit, encore secouée. Elle m'a parlé de maman, de leur enfance ensemble. De grand-père, elle a dit que tout n'était pas aussi simple que nous le pensions. Les criminels disent toujours ça, grommela Bastien. Elle a laissé ça pour toi, continua Lila en tendant une enveloppe à son frère. Et elle a dit qu'elle serait au domaine Belmont demain, que nous devrions venir si nous voulions connaître toute la vérité. Bastien ouvrit l'enveloppe avec précaution. Elle contenait une vieille photo en noir et blanc de 2 petites filles souriantes se tenant par la main devant un grand manoir, Geneviève et Jacinthe et enfants, et une clé ancienne en laiton. « C'est un piège », affirma Lucie.
Elle veut nous attirer là-bas pour nous faire taire, probablement, admit Bastien. Mais c'est aussi notre meilleure chance d'obtenir des réponses. Il sortit la clé USB que Laurent leur avait donnée et l'inséra dans l'ordinateur de Lucie. Des dizaines de dossiers apparurent, minutieusement organisés, analyse graphologique, confirmant que les signatures de Geneviève avaient été falsifiées, relevés bancaires montrant d'importants transferts vers des comptes offshore au nom de Jacinthe et même des photos de surveillance de Geneviève prises à son insu. « C'est glauque », murmura Lucie, parcourant les fichiers. « Ta tante l'espionnait constamment. »« Regarde ça », dit Bastien, ouvrant un fichier PDF. Des correspondances entre Jacinthe et ton père, Lucie, des emails codés, mais Laurent a joint ses analyses. Les messages, bien que formulés en termes vagues, confirmèrent leur complicité dans des opérations financières douteuses, ainsi que leur liaison, mais plus troublant encore. Certains messages faisaient allusion à un problème G, qui devait être résolu définitivement. Ils parlèrent de faire disparaître ma mère, conclut Bastien. La voix tremblante de rage, Lucie posa une main sur son épaule. « Nous ne savons pas si mon père est allé jusque-là. Il semblait vraiment ignorer où se trouvait ta mère. Ou il mentait très bien, rétorqua Bastien. Lila, qui examinait d'autres documents, les interrompit. J'ai trouvé quelque chose. Des courriers envoyés au couvent des Roses. En effet, Laurent avait conservé des copies de lettres envoyées à sœur Marie-Claire, accompagnées de documents légaux et de modestes sommes d'argent. La dernière correspondance datait de 2015, bien plus récente que ce qu'il leur avait dit. Il nous a menti sur la date de son dernier contact, nota Bastien. Peut-être pour nous protéger, suggéra Lucie, pour éviter que nous n'agissions trop vite. Une recherche rapide sur Internet leur apprit que le couvent des Roses se trouvait à une 30aine de kilomètres du domaine Belmont. Cette proximité ne pouvait être une coïncidence, c'est logique, réfléchit Bastien à voix haute. Si maman voulait surveiller ce qui se passait avec l'héritage détourné, tout en restant caché, un couvent serait la cachette parfaite, compléta Lucie. Personne ne penserait à y chercher. Ils passèrent les heures suivantes à élaborer un plan. Ils iraient d'abord au couvent, discrètement. Puis, selon ce qu'ils y découvriraient, décideraient s'ils devaient confronter Jacinthe au domaine Belmont. « Je devrais appeler mon père », dit soudain Lucie, lui demander ce qu'il sait vraiment de Jacinthe, et lui révéler où nous sommes, ce que nous savons, s'inquiéta Bastien. Il est peut-être complice, mais c'est mon père, insista Lucie. Et il semblait sincèrement troublé par cette histoire. Je dois lui donner une chance de s'expliquer. Bastien céda à contre-cœur, et Lucie passa l'appel en haut-parleur. Xavier répondit à la première sonnerie, comme s'il attendait cet appel. « Lucie, où es-tu » J'étais mort d'inquiétude. « Je vais bien, père. Je suis avec Bastien et Lila. Nous avons découvert beaucoup de choses sur Jacinthe Belmont. » Un silence pesant suivit cette déclaration. « Jacinthe » répéta Xavier d'une voix étrangement plate. « Que savez-vous exactement ?»« Tout » affirma Lucie. « Sa relation avec toi, son implication dans la disparition de Geneviève, le détournement de l'héritage Belmont. » Un long soupir se fit entendre. « C'est plus compliqué que ça, Lucie. Alors explique-moi, étais-tu complice quand elle a fait disparaître Geneviève ?»« Non !» La véhémence de Xavier semblait sincère. « J'ai menacé Geneviève. C'est vrai, mais je n'aurais jamais... Jacinthe a agi seule. Quand j'ai compris ce qu'elle avait fait, il était trop tard. Et tu l'as couverte, » accusa Lucie. « Tu as continué à faire des affaires avec elle. » Par lâcheté, oui, admit Xavier. Et par culpabilité, nos destins étaient trop liés. « Où est ma mère ?» intervint brusquement Bastien. « Je l'ignore sincèrement, » répondit Xavier. « Mais méfiez-vous de Jacinthe, elle est bien plus dangereuse que vous ne l'imaginez. Elle nous a invités au domaine Belmont demain, » révéla Lucie. « N'y allez pas, » s'écria Xavier, alarmé. « C'est un piège. Elle ne vous laissera jamais repartir avec ce que vous savez. Nous irons d'abord au couvent des Roses, » précisa Bastien. « Si ma mère y est toujours, le couvent, » murmura Xavier. « Oui, c'est possible. Geneviève avait une amie religieuse, je crois. »« Père, » reprit Lucie, « si tu veux vraiment nous aider, parle-nous de tes correspondances avec Jacinthe, celles où vous discutiez du problème G. » Le silence qui suivit fut éloquent. « Comment savez-vous » Xavier soupira profondément. « Écoutez, ne faites rien d'imprudent. Je peux vous aider.
J'ai des documents qui incriminent Jacinthe, des preuves que j'ai gardées comme assurance. Pourquoi ne pas les avoir utilisées plus tôt ? Demanda Lucie, sceptique. Parce que certaines m'incriminent aussi. Mais je suis prête à tout sacrifier maintenant. Pour toi, Lucie, et pour réparer une partie du mal que j'ai causé. Ils convinrent d'un rendez-vous pour le lendemain matin, avant leur départ pour le sud. Après avoir raccroché, Bastien observa Lucie, remarquant sa pâleur et son regard troublé. « Tu vas bien ?» demanda-t-il doucement. « Comment pourrait-elle aller bien ?» intervint Lila. « Elle vient d'apprendre que son père est un criminel qui a couvert la disparition d'une femme innocente. »« Lila ?» réprimanda Bastien. « Non, elle a raison, » dit Lucie en essuyant une larme furtive. « Mon père n'est pas l'homme que je croyais, mais au moins, il semble vouloir se racheter. » Bastien prit sa main, ce geste devenu si naturel entre eux. « Nous sommes tous les trois dans cette galère maintenant, » affirma-t-il, « et nous irons jusqu'au bout ensemble. » Lila les observa un moment, puis sourit légèrement. « Tu l'aimes bien, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle à son frère quand Lucie s'éloigna pour préparer du thé. « Ce n'est pas le moment, » éluda Bastien, mais son regard suivant Lucie trahissait ses sentiments. « Au contraire, » insista Lila, « dans toute cette noirceur, un peu de lumière ne peut pas faire de mal. » Cette nuit-là, incapable de dormir, Bastien sortit sur le balcon, le ciel parisien, voilé par la pollution lumineuse, révélait à peine quelques étoiles. Il pensa à sa mère, se demandant si elle regardait parfois le même ciel, si elle pensait à ses enfants qu'elle avait dû abandonner. « Nous arrivons, maman », murmura-t-il dans la nuit. « Tiens bon encore un peu. » Le rendez-vous avec Xavier était fixé à 8h du matin dans un petit café discret du quartier latin. Bastien, Lucie et Lila arrivèrent en avance, tendus et vigilants, scrutant chaque client avec méfiance. À 8h précises, la porte s'ouvrit, mais ce n'était pas Xavier qui entra. Un homme en costume sombre se dirigea droit vers leur table. « Monsieur Moreau » demanda-t-il à voix basse. « Je suis Denis Mercier, l'assistant personnel de Monsieur Arizmendi. Il m'envoie vous prévenir qu'il ne pourra pas venir. »« Pourquoi » s'alarma Lucie. « Que s'est-il passé ?» L'homme jeta un regard circulaire avant de se pencher vers eux. « Votre père a été hospitalisé cette nuit, mademoiselle. Une crise cardiaque. Son état est stable. » Mais les médecins lui ont interdit de quitter l'hôpital. Lucie pâlit. « Dans quel hôpital ?»« L'hôpital Saint-Joseph. Mais il insiste pour que vous ne veniez pas. Il m'a chargé de vous remettre ceci. » Il leur tendit une enveloppe épaisse avant d'ajouter « Soyez prudents. Madame Belmont a appelé 3 fois au bureau ce matin pour savoir où vous étiez. » Sur ces mots, il quitta le café aussi discrètement qu'il était entré. Bastien ouvrit l'enveloppe, qui contenait un dossier complet sur Jacinthe, des photos la montrant en compagnie d'hommes d'affaires douteux, des relevés bancaires, et plus troublant, une copie d'un contrat d'embauche pour un certain Marcel Rivière. Ancien militaire reconverti dans la sécurité privée, la date correspond à la disparition de maman, nota Bastien. Il l'a engagé pour l'éliminer, suggéra Lila, horrifiée, ou l'enlever, tempéra Lucie, pour la forcer à signer les documents de renonciation à l'héritage. Une note manuscrite de Xavier accompagnait les documents. J'ai conservé ces preuves comme assurance contre Jacinthe. Utilisez-les avec précaution. Elle a des contacts dans la police. Allez au couvent, mais évitez à tout prix le domaine Belmont. J'ai contacté Laurent pour qu'il vous rejoigne là-bas avec d'autres documents. Pardonne-moi, Lucie. On dirait qu'il s'attend au pire, murmura Lucie. Troublée par le ton d'adieu de son père, sa crise cardiaque est bien opportune, fit remarquer Lila avec suspicion, ou provoquée par Jacinthe, suggéra Bastien, pour l'empêcher de nous aider. Ils décidèrent de maintenir leur plan initial, partir immédiatement pour le couvent des Roses et éviter le domaine Belmont jusqu'à ce qu'ils aient plus d'informations. Le trajet jusqu'à Bordeaux, puis vers le petit village où se trouvait le couvent, se déroula dans un silence tendu. Chacun était plongé dans ses pensées, anticipant ce qu'il pourrait en découvrir. « Tu crois vraiment qu'elle y sera ?» demanda finalement Lila, brisant le silence. « Après toutes ces années, je ne sais pas, » admit Bastien. « Mais c'est notre meilleure piste. » Lucie, au volant, lui jeta un regard inquiet. « Si elle y est, qu'est-ce que tu lui diras ?» Bastien avait réfléchi à cette question toute la nuit, sans trouver de réponse satisfaisante. « Je ne sais pas, » répéta-t-il. « Je veux comprendre. Pourquoi elle n'a jamais essayé de nous contacter? Pourquoi elle nous a laissé croire qu'elle nous avait abandonnés? Elle voulait vous protéger.
rappela Lucie doucement. Il y a toujours d'autres solutions que la disparition totale, insista Bastien, une pointe d'amertume dans la voix. Ils furent interrompus par un appel sur le téléphone de Bastien. Maître Laurent. Monsieur Moreau, Xavier m'a contacté, je suis en route pour le couvent. Nous aussi, confirma Bastien. Nous y serons dans 1 heure environ. Parfait, j'ai de nouvelles informations cruciales. Jacinthe a. Un crissement de pneus se fit entendre, suivi d'un choc violent et du bruit de métal froissé. « Laurent! Laurent !» cria Bastien. Mais la communication avait été coupée. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Lila, alarmée. « Je crois qu'il a eu un accident, » répondit Bastien, le visage sombre. « Ou que quelqu'un l'a provoqué. » Lucie accéléra, de plus en plus inquiète. « Jacinthe semble prête à tout pour nous empêcher d'atteindre ce couvent, le couvent des Roses. » Niché au milieu des vignobles bordelais, était un bâtiment austère du XVIIIe siècle entouré de hauts murs de pierre. Lorsqu'ils se présentèrent à la grille d'entrée, une religieuse âgée les accueillit avec méfiance. « Nous voudrions voir sœur Marie-Claire, » expliqua Bastien. « C'est urgent. Qui dois-je annoncer ?» demanda la sœur portière. Bastien et Lila Moreau, les enfants de Geneviève. La vieille religieuse tressaillit visiblement à ces noms. « Attendez ici », ordonna-t-elle, avant de disparaître dans le bâtiment principal. Quelques minutes plus tard, une religieuse d'une 50aine d'années vint à leur rencontre. Son visage sévère s'adoucit en voyant les jeunes gens. « Je suis sœur Marie-Claire » se présenta-t-elle. « Suivez-moi, ne restons pas dehors. » Elle les guida à travers un dédale de couloirs jusqu'à un petit parloir où une théière fumante les attendait déjà. « Vous étiez l'ami de notre mère » commença Bastien sans préambule. « Je le suis toujours » corrigea Marie-Claire. « Nous étions amis d'enfance, bien avant que je n'entre dans les ordres. Savez-vous où elle est ?» demanda Lila, impatiente. La religieuse les observa longuement, comme si elle évaluait leur sincérité. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda-t-elle finalement. Bastien lui expliqua brièvement leur découverte. Les révélations de Pierre et de Laurent, les menaces de Jacinthe. « Laurent ?» répéta Marie-Claire. « Il devait me rejoindre aujourd'hui, mais il n'est pas arrivé. » « Nous craignons qu'il ait eu un accident, » expliqua Lucie. La communication a été coupée brutalement pendant qu'il nous parlait. Le visage de la religieuse s'assombrit. « Je vois, Jacinthe devient désespérée. »« Alors vous savez tout, » s'étonna Lila. « Pas tout, mais suffisamment, » admit Marie-Claire. Elle se leva, vérifia que personne n'écoutait près de la porte, puis revint s'asseoir. « Votre mère est venue me trouver il y a 20 ans, terrifiée. Jacinthe l'avait menacée directement, promettant de s'en prendre à vous deux si elle ne disparaissait pas. Pour prouver son sérieux, elle avait même envoyé des hommes surveiller votre école. Pourquoi notre tante nous détestait-elle à ce point ? Demanda Bastien. Ce n'était pas vous qu'elle détestait, mais Geneviève, une jalousie maladive qui remontait à leur enfance. Votre grand-père favorisait toujours Geneviève, plus douce, plus aimante. Puis il y a eu l'héritage et la relation de Jacinthe avec Xavier. Où est notre mère maintenant ? Insista Lila. Sœur Marie-Claire hésita. Elle n'est plus ici. Elle est restée avec nous pendant 12 ans, sous le nom de sœur Gabrielle, bien qu'elle n'ait jamais prononcé ses vœux. Puis, il y a 8 ans, quand Jacinthe a découvert sa cachette, elle a dû fuir à nouveau. 8 ans, s'exclama Bastien. Et où est-elle maintenant ? Dans un autre couvent, en Espagne ? Je lui transmets régulièrement des nouvelles de vous, les diplômes de Lila. Ton garage, Bastien. Elle sait tout de nos vies, mais elle n'a jamais cherché à nous contacter. La voix de Bastien trahissait sa douleur. Elle vous écrivait, révéla Marie-Claire, sortant un paquet de lettres d'un tiroir. Des dizaines de lettres, chaque année, mais elle me faisait promettre de ne jamais les envoyer. Par peur que Jacinthe ne les intercepte et ne remonte jusqu'à vous, Bastien prit les lettres avec des mains tremblantes, sur chaque enveloppe. Leur nom était écrit dans cette écriture qu'il reconnaîtrait entre mille. « Nous devons la voir », décida-t-il. « C'est trop dangereux », objecta Marie-Claire. « Jacinthe vous fait suivre, j'en suis certaine. Nous prendrons ce risque, » affirma Bastien. « Nous avons perdu 20 ans avec notre mère, nous ne perdrons pas un jour de plus. » Sœur Marie-Claire sembla évaluer leur détermination, puis acquiesça lentement. « Je vais appeler le couvent Sainte-Thérèse. » Mais pas d'ici. Les lignes pourraient être sur écoute. Alors qu'ils se préparaient à partir, un bruit de moteur les alerta. Par la fenêtre,
Ils aperçurent une ambulance entrant dans la cour du couvent, accompagnée d'une voiture de police. « Laurent !» s'exclama Bastien. Ils se précipitèrent dehors. 2 ambulanciers sortaient une civière, où gisait maître Laurent, le visage ensanglanté mais conscient. « Bastien !» murmura-t-il en les voyant approcher. « Méfiez-vous, Jacinthe sait que vous êtes ici, elle arrive. » « Il a eu un accident sur la route du couvent ?» expliqua un policier. « Sa voiture a été forcée hors de la route par un SUV noir qui a pris la fuite. »« Nous devons partir immédiatement, » décida Lucie. « Si Jacinthe arrive... »« Trop tard !» murmura Lila, pointant vers l'entrée du couvent. Une Mercedes noire franchissait les grilles, suivie de 2 SUV aux vitres teintées. Jacinthe Belmont était arrivée, accompagnée de ce qui semblait être des gardes du corps à l'allure peu rassurante. « Par ici !» chuchota sœur Marie-Claire, les entraînant vers une porte dérobée. « Il y a un passage qui mène aux caves. Vous pourrez sortir par les vignes. » Mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, la voix de Jacinthe résonna dans la cour. « Bastien, Lila, je sais que vous êtes là. Ne compliquons pas les choses. Voulez-vous? J'ai simplement besoin de vous parler, de vous expliquer. » Son ton doucereux contrastait avec la menace implicite de ces hommes de main qui se déployèrent déjà autour du bâtiment. « Allez-y !» murmura Marie-Claire à Bastien et Lila. « Je vais la retenir, Lucie. Guidez-les. Viens !» pressa Lucie en tirant Bastien par le bras. « Nous devons trouver ta mère avant Jacinthe. » Alors qu'il s'enfuyait par le passage secret. Bastien jeta un dernier regard en arrière. Il vit sœur Marie-Claire s'avancer vers Jacinthe, droite et digne, protégeant leur fuite au péril de sa propre sécurité. Le passage secret était un ancien tunnel creusé dans la roche, autrefois utilisé par les religieuses pour échapper aux persécutions révolutionnaires. L'odeur de terre humide et de moisissure les enveloppait tandis qu'ils avançaient à la lueur de leur téléphone portable. « Comment as-tu su pour ce passage ?» chuchota Bastien à Lucie qui les guidait. « Sœur Marie-Claire me l'a indiqué discrètement pendant que vous parliez avec Laurent, » répondit-elle. Elle avait prévu cette issue de secours dès notre arrivée. Après plusieurs minutes de progression dans l'étroit boyau, ils débouchèrent au milieu des vignes. Au loin, le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de pourpre et d'or. « Par où maintenant ?» demanda Lila, regardant avec inquiétude vers le couvent où les hommes de Jacinthe fouillaient probablement chaque recoin. « Sœur Marie-Claire m'a donné l'adresse du couvent Sainte-Thérèse, » expliqua Lucie. « C'est à une centaine de kilomètres d'ici, près de la frontière espagnole. Notre voiture est dans la cour du couvent, » rappela Bastien. « Nous allons devoir en trouver une autre. » Ils marchèrent à travers les vignes, jusqu'à atteindre une petite route départementale. Par chance, un village se trouvait à moins d'1 kilomètre. « J'ai une idée, » dit Lucie en sortant son téléphone. « Mon père a un ami vigneron dans la région, si je peux le joindre. » Quelques minutes plus tard, elle raccrochait avec un sourire soulagé. « Il nous envoie son régisseur avec une voiture. Il nous attendra au café du village dans 21 minutes. Tu fais confiance à cet ami ?» s'inquiéta Bastien. « Maurice est comme un oncle pour moi, » affirma Lucie. « Il déteste mon père en affaires, mais m'adore depuis que je suis enfant. Il ne pose pas de questions et ne dira rien à personne. » Le régisseur, un homme discret d'une 50aine d'années, les conduisit jusqu'à une petite Citroën sans signe distinctif. « Monsieur Maurice dit que vous pouvez la garder aussi longtemps que nécessaire, » expliqua-t-il en tendant les clés à Lucie. « C'est une voiture de fonction qui n'est pas enregistrée à son nom. » Ils le remercièrent chaleureusement, avant de prendre la route vers le couvent Sainte-Thérèse, alternant entre petites départementales et chemins secondaires pour éviter d'être repérés. « J'ai réussi à joindre sœur Marie-Claire, » annonça Lucie après avoir passé plusieurs appels. « Elle va bien. Jacinthe est furieuse, mais n'a pas osé s'en prendre à une religieuse devant témoin. Elle a compris que nous nous dirigeons vers ta mère et a déjà envoyé ses hommes en direction de l'Espagne. » « Mais comment saurait-elle où chercher exactement ?» s'étonna Lila. « Laurent » comprit Bastien avec amertume. Ils l'ont forcé à parler après l'accident. Le reste du trajet se déroula dans un silence tendu. La nuit était tombée quand ils atteignirent enfin le petit village de montagne où se nichait le couvent Sainte-Thérèse, perché sur un contrefort des Pyrénées. L'édifice, plus modeste que le couvent des Roses, semblait endormi sous la lumière argentée de la lune. Seules quelques fenêtres étaient encore éclairées. Ils frappèrent à la lourde porte en bois. Anxieux et épuisés par leur journée mouvementée, une jeune novice vint leur ouvrir, surprise de recevoir des visiteurs à cette heure tardive. « Nous devons voir sœur Gabrielle », expliqua Bastien. «
C'est une urgence. La jeune fille parut décontenancée. Sœur Gabrielle, je ne connais pas de... Qui est-ce, ma sœur? Une voix plus âgée l'interrompit, et une religieuse d'une 60aine d'années apparut derrière elle. Mère supérieure, s'inclina respectueusement la novice avant de s'effacer. La mère supérieure les étudia avec circonspection. Qui cherchez-vous à cette heure? Geneviève Moreau, répondit directement Bastien. Ou sœur Gabrielle, comme elle se fait peut-être appeler ici. Je suis son fils, Bastien. Voici ma sœur Lila et notre amie Lucie. Le visage sévère de la religieuse se radoucit imperceptiblement. Sœur Marie-Claire m'a appelée, admit-elle finalement. Entrez vite, vous êtes en danger. Elle les conduisit à travers le cloître silencieux, jusqu'à une petite cellule à l'écart des autres. Attendez ici, ordonna-t-elle, avant de s'éloigner. Le cœur de Bastien battait si fort qu'il semblait résonner dans la petite pièce austère. Lila lui prit la main, tout aussi émue, après 20 ans de questions sans réponse. Ils allaient enfin retrouver leur mère. La porte s'ouvrit doucement. Une femme mince aux cheveux grisonnants entra, vêtue non pas d'un habit religieux, mais d'une simple robe bleu pâle. Son visage, marqué par les années mais toujours beau, exprimait un mélange d'incrédulité et d'émotion intense. « Mes enfants !» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Puis, elle s'immobilisa, comme paralysée par la force du moment, n'osant pas s'approcher davantage. Ce fut Lila qui fit le premier pas, se jetant dans les bras de cette mère qu'elle avait à peine connue. « Maman !» Geneviève l'enlaça, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Ses yeux ne quittaient pas Bastien, qui restait figé, tiraillé entre le besoin viscéral d'étreindre sa mère et la colère accumulée durant toutes ces années d'absence. « Bastien !» appela-t-elle doucement, tendant une main tremblante vers lui. Quelque chose se brisa en lui. En 3 pas, il fut contre elle, serrant dans ses bras cette femme qui avait laissé un vide immense dans sa vie. Pourquoi ? Fut tout ce qu'il put articuler entre 2 sanglots. Pourquoi nous avoir abandonnés ? Geneviève s'écarta légèrement, caressant son visage comme pour s'assurer qu'il était bien réel. « Pour vous protéger », répondit-elle simplement. « Jacinthe avait menacé de vous faire du mal, de vous faire retirer de mon foyer par les services sociaux si je ne disparaissais pas. Elle avait des contacts partout, des preuves fabriquées de ma prétendue négligence. Mais pourquoi ne pas nous avoir contactés quand nous avons grandi ?» demanda Lila. « J'ai essayé une fois, » avoua Geneviève, quand Bastien a eu 18 ans, mais le lendemain même de mon appel, un homme a suivi Bastien jusqu'à son lycée technique. Le message était clair. Jacinthe me surveillait toujours. Vous surveillez toujours. Elle les guida vers le petit lit de sa cellule où ils s'assirent, Lucie restant discrètement en retrait près de la porte. « J'ai passé 12 ans au couvent des Roses, puis 8 ans ici, » expliqua Geneviève. Jacinthe a toujours fini par retrouver ma trace. Cette fois, j'étais prête à fuir en Espagne. Mes papiers sont prêts depuis des mois. Nous ne fuirons plus, décida Bastien fermement. Il est temps que Jacinthe paie pour ce qu'elle a fait. Tu ne connais pas ta tante, avertit Geneviève. Elle est prête à tout. Nous avons des preuves contre elle, intervint Lucie, s'avançant enfin. Des documents qu'a conservés mon père, Xavier Arizmendi. Geneviève la dévisagea, surprise. La fille de Xavier. Comment ? C'est une longue histoire, sourit faiblement Bastien. Lucie nous a aidés à te retrouver. Un bruit soudain les fit sursauter. Des pneus crissant sur le gravier de la cour, par la petite fenêtre. Ils aperçurent des phares illuminant l'entrée du couvent. « Jacinthe » murmura Geneviève. Terrifiée, elle nous a retrouvés. La mère supérieure fit irruption dans la cellule. 3 voitures viennent d'arriver. Des hommes armés exigent qu'on leur ouvre. Y a-t-il un autre passage secret ? demanda Lucie. Non, rien de tel ici, répondit la religieuse. Mais nous pouvons vous cacher dans la crypte. C'est notre dernier refuge. Ils se précipitèrent à sa suite vers un escalier étroit menant sous la chapelle. La crypte, froide et humide, abritait les tombes d'anciennes religieuses. « Restez ici !» ordonna la mère supérieure. « Je vais essayer de les retenir. » Mais avant qu'elle ne remonte, des bruits de pas résonnèrent dans l'escalier. Jacinthe apparut, élégante et froide comme toujours, flanquée de 2 hommes à l'allure menaçante. L'un d'eux tenait fermement le bras de Lila, qu'il avait manifestement intercepté en chemin. « Ma chère famille !» salua Jacinthe avec un sourire glacial. « Quelle touchante réunion !»
Dommage qu'elles doivent s'achever si vite. Laisse Lila tranquille, exigea Bastien en s'avançant. Mais l'homme resserra sa prise, faisant grimacer sa sœur. Tout dépend de vous, répliqua Jacinthe. J'ai une simple proposition à faire. Geneviève signe enfin ses documents de renonciation à l'héritage, et vous pourrez tous partir librement. Elle sortit une liasse de papier de son sac en cuir. Ce domaine viticole dont tu as toujours rêvé, Geneviève, ces millions sur des comptes que père t'a légués, tout cela contre la sécurité de tes enfants, c'est un bon marché, non. Ne signe rien, maman, intervint Bastien. Nous avons des preuves contre elle, les falsifications, tes signatures imitées, ces menaces. Oh, vous parlez de ceci. Jacinthe fit un geste, et l'un de ses hommes brandit la clé USB de Laurent. Récupérée sur ce cher notaire, quant aux documents de Xavier, disons qu'ils ont brûlé dans un regrettable incendie à son bureau cette nuit. Le visage de Lucie se décomposa. « Qu'as-tu fait à mon père ? Rien qu'un petit séjour prolongé à l'hôpital ne puisse arranger, » sourit Jacinthe. Xavier a toujours eu le cœur fragile, au sens propre comme au figuré. Geneviève s'avança, résignée. « Donne-moi ces papiers, je signerai si tu laisses mes enfants tranquilles. »« Non !» s'écria Bastien. « Nous ne céderons pas à son chantage après tout ce qu'elle a fait. » Jacinthe eut un rire méprisant. Toujours aussi idéaliste. « Bastien, exactement comme ta mère à ton âge, avant que la vie ne lui enseigne la dure réalité. » Dans la tension palpable qui régnait, personne ne remarqua Lucie qui, discrètement, avait sorti son téléphone et filmé toute la scène. La crypte du couvent, éclairée par quelques cierges vacillants, était devenue le théâtre d'un drame familial qui avait couvé pendant 20 ans. Jacinthe, toujours élégante malgré la situation, tendait les documents à Geneviève avec un sourire triomphant. « Signe, ma chère sœur, et tout sera enfin terminé. » Geneviève prit les papiers d'une main tremblante, cherchant désespérément une issue à cette situation. Son regard croisa celui de Bastien, puis de Lila, toujours maintenu fermement par l'homme de main. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle, gagnant du temps. Le visage de Jacinthe se durcit. « Ne me force pas à devenir désagréable, Geneviève. Tu as toujours été la préférée, la douce, la parfaite. Père ne voyait que toi, et quand il est mort, il t'a légué la moitié de tout ce pourquoi j'avais travaillé toute ma vie. »« Travailler ?» s'indigna Bastien. « Tu n'as jamais rien fait d'autre que manipuler et mentir. »« Silence !» siffla Jacinthe. Puis, se reprenant, « Tu ne comprends pas, Bastien. J'ai passé ma vie dans l'ombre de ta mère. Même Xavier. Même lui l'a toujours admiré en secret, alors qu'il partageait mon lit. C'est donc ça, comprit Geneviève. Ce n'était pas seulement l'héritage. Tu étais jalouse de ma relation avec Xavier. »« Relation », ricana Jacinthe. « Tu l'as repoussé. Il t'offrait tout. Et tu as choisi ce mécanicien médiocre, le père de tes enfants. Un homme qui vous a abandonné à la première difficulté. » Pendant que Jacinthe se perdait dans ses rancœurs. Lucie continuait discrètement de filmer. Elle avait également envoyé un message d'urgence, espérant qu'il atteindrait son destinataire à temps. « Assez parlé », trancha soudain Jacinthe. « Signe ces papiers. Geneviève, maintenant. » Geneviève s'avança vers la petite table en pierre qui servait d'autel dans la crypte. Lentement, elle déposa les documents, mais au lieu de signer, elle se retourna vers sa sœur. « Non, Jacinthe, j'ai fui pendant 20 ans. J'ai abandonné mes enfants pour les protéger de toi. J'ai tout perdu, mais je ne te donnerai pas cette satisfaction. » Jacinthe perdit son sang-froid. « Tu crois avoir le choix ?» Elle fit un signe à l'homme qui tenait Lila. Celui-ci sortit un couteau qu'il plaça sous la gorge de la jeune femme. « Maman !» s'écria Lila, terrorisée. « Arrête !» hurla Bastien en s'élançant. Mais le deuxième homme le frappa violemment, l'envoyant au sol. « C'est ta dernière chance, Geneviève !» menaça Jacinthe. « Signe, ou ta fille en subira les conséquences. » Lucie, qui s'était rapprochée imperceptiblement de l'homme tenant Lila, agit soudain avec une précision inattendue, d'un geste vif. Elle lui écrasa le pied de toutes ses forces et poussa Lila loin de lui. La confusion qui s'ensuivit permit à Bastien de se relever et d'affronter le deuxième homme. Une lutte brève, mais violente s'engagea, tandis que Geneviève saisissait un lourd chandelier pour se défendre contre Jacinthe, qui s'avançait vers elle. Folle de rage. « Tu as ruiné ma vie !» hurla Jacinthe. « Tu ne t'en sortiras pas cette fois. » Au moment où la situation semblait désespérée, des bruits de pas résonnèrent dans l'escalier.
Des policiers en uniforme surgirent dans la crypte, armes au poing. Police, personne ne bouge. Derrière eux apparut Xavier Arizmendi, pâle et visiblement affaibli, mais debout malgré tout. « Xavier » s'étonna Jacinthe, décontenancée. « Comment ? J'ai reçu le message de Lucie » expliqua-t-il en avançant péniblement. « J'ai immédiatement contacté la police espagnole. Nous avons tout entendu, Jacinthe. Tout est fini. » Les hommes de main furent rapidement maîtrisés et menottés. Jacinthe, comprenant que tout était perdu, tenta une dernière manœuvre désespérée. « Xavier, tu ne peux pas me faire ça » plaida-t-elle. « Nous étions partenaires. Si je tombe, tu tomberas avec moi. Toutes ces années de fraude, d'évasion fiscale. »« Je sais » acquiesça Xavier avec résignation. « Et j'en assumerai les conséquences. J'ai déjà fait une déposition complète contre nous deux. » Tandis que les policiers emmenaient Jacinthe, celle-ci lança un dernier regard venimeux à sa sœur. « Tu as peut-être gagné aujourd'hui, Geneviève, mais regarde ta vie, 20 ans perdus. Tes enfants ont grandi sans toi. Était-ce vraiment une victoire ?» La porte se referma sur elle. Laissant un silence pesant dans la crypte, Geneviève s'effondra sur un banc de pierre, le visage dans les mains. Bastien et Lila vinrent s'asseoir de chaque côté d'elle, formant un cocon protecteur autour de cette mère qu'ils redécouvraient. « Je suis tellement désolée » murmura Geneviève entre ses larmes. « J'ai cru faire ce qu'il fallait pour vous protéger, mais peut-être avais-je tort. Peut-être aurions-nous dû affronter Jacinthe ensemble, dès le début. Tu as fait ce que tu pensais être juste, » la consola Lila en lui caressant les cheveux. « Tu t'es sacrifiée pour nous. Et maintenant, nous avons toute la vie devant nous pour rattraper le temps perdu, » ajouta Bastien. Serrant sa main, Xavier s'approcha timidement, mal à l'aise face à cette famille réunie. « Geneviève, » commença-t-il, hésitant. « Je te dois des excuses, pour mes menaces, pour ma lâcheté, pour avoir laissé Jacinthe agir sans intervenir. » Geneviève le regarda longuement, puis hocha la tête. « Je te pardonne. Xavier, la haine n'a fait que trop de ravages dans nos vies. » 6 mois plus tard, le domaine viticole des Belmont, enfin restitué à ses légitimes propriétaires, s'éveillait sous un doux soleil de printemps. La vieille maison de pierre avait été rénovée, et les vignes, longtemps négligées sous la gestion de Jacinthe, renaissaient grâce aux soins attentifs de Geneviève et de ses enfants sur la terrasse donnant sur les coteaux verdoyants. Un petit déjeuner était dressé. Bastien versait du café à Lucie, qui lui sourit avec tendresse. Leur relation, née dans des circonstances si particulières, s'était épanouie au fil des mois. Geneviève sortit de la maison, portant un plateau de viennoiseries fraîches. « J'ai reçu une lettre de sœur Marie-Claire », annonça-t-elle en s'asseyant. « Le couvent des Roses accueillera bientôt des enfants défavorisés. Elle pense que cela apportera de la vie entre ces vieux murs. Une belle reconversion, » approuva Lila, qui venait les rejoindre après sa course matinale. « J'ai eu des nouvelles de papa, d'ailleurs. Sa cure de désintoxication se passe bien. Il aimerait nous rendre visite le mois prochain. » Bastien hocha la tête, partagé entre le scepticisme et l'espoir. Leur père, après avoir appris le retour de Geneviève, avait finalement décidé d'affronter ses démons. « Et Xavier ?» demanda Geneviève. « Comment va-t-il ? Son procès commence la semaine prochaine, » répondit Lucie. « Il a plaidé coupable pour tout, mais son avocat espère une peine réduite en raison de sa coopération. » Le silence qui suivit était empreint de mélancolie, mais aussi d'apaisement. Chacun avait dû faire face aux conséquences du passé. « Qu'allons-nous faire des vignes sud ?» demanda Bastien, changeant délibérément de sujet, tandis qu'il discutait d'avenir et de projets. Le facteur arriva avec le courrier. Parmi les lettres, une enveloppe à l'entête officielle attira l'attention de Geneviève. « Qu'est-ce que c'est ?» s'inquiéta Lila. Geneviève l'ouvrit et parcourut rapidement son contenu. Son visage exprima d'abord la surprise, puis une émotion complexe. « C'est une lettre du notaire d'Édouard Belmont Senior », expliqua-t-elle. « Mon grand-père paternel que nous croyons mort depuis des décennies. Et, pressa Bastien, il est vivant, il aurait 96 ans, et vivrait en Argentine depuis les années 70. Il souhaite nous rencontrer avant de mourir. » Bastien et Lucie échangèrent un regard incrédule. « Mais pourquoi maintenant ?» s'étonna Lila. Apparemment, il suivait de loin les événements. La chute de Jacinthe a fait les gros titres en Argentine aussi. Geneviève replia la lettre. Pensive. Il mentionne un secret familial qui pourrait changer notre compréhension de tout. Bastien prit la main de Lucie dans la sienne.
un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Il semble que notre histoire ne soit pas encore tout à fait terminée, » dit-il. Le soleil continuait de monter dans le ciel, illuminant le domaine Belmont, où une famille, brisée puis reconstruite, apprenait à nouveau à vivre ensemble, guérissant lentement les blessures du passé tout en regardant vers l'avenir,